en croire Jordan Bardella, le programme économique du Rassemblement national serait parfait, cohérent, juste et équilibré. Nous ferons des pistes d'économie extrêmement sérieuses sur la lutte contre la fraude. Nous attacherons également, mesdames, messieurs, à redresser l'économie française, à la simplifier et à la moderniser. Je veux qu'on simplifie notre économie, je veux qu'on développe le circuit court par le patriotisme économique. En 3 mots, nous sommes prêts. Pourtant, les observateurs peinent à analyser le programme économique du Rassemblement national qui a été publié il y a très peu de temps, alors que ses membres se contredisent régulièrement sur le sujet depuis le début de la campagne. J'ai noté l'exemple que vous avez mentionné. À 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans, donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron pour une raison très simple. Jordan Bardella, en annonçant ces mesures d'urgence, oscille entre des propositions datant de l'élection présidentielle et d'autres improvisées pour pouvoir coller à l'actualité et aux exigences du grand patronat. Non chiffrées, fluctuantes au gré des jours, mêlant néolibéralisme et racisme d'État assumé, les propositions économiques du parti de l'extrême droite relèvent d'un conservatisme économique quasi archétypal et sont surtout nocives pour le pays, selon le collectif Les Économistes Atterrés. Alors à quoi ressemble vraiment le programme économique du Rassemblement national ? À quoi doit-on s'attendre si ce parti s'empare de l'Assemblée nationale ? Qu'est-ce qui est cohérent, crédible et qu'est-ce qui ne l'est pas ? Réponse tout de suite dans cette nouvelle émission économique pour Blast. Dany Lang, bonjour. Bonjour. Vous êtes économiste, enseignant-chercheur à l'université Sorbonne Paris-Nord. Vous êtes également membre du collectif des économistes atterrés et vos recherches portent sur les dynamiques macroéconomiques, notamment sur les questions du chômage, du partage de la valeur ajoutée, de la dette privée et du taux de change. Et aujourd'hui, je vous ai invité parce que, avec 2 autres économistes, Virginie Monvoisin et Thomas Porcher, vous avez étudié le programme du Rassemblement national et vous avez produit une note, une analyse publiée dans le journal Libération il y a quelques jours que vous avez intitulée « Le programme du RN aux législatives, un naufrage économique annoncé ». Et alors je dois vous dire qu'en tant que journaliste, c'était particulièrement compliqué d'analyser ce programme tout simplement parce qu'il n'y en avait pas pendant de très nombreux jours, semaines, que celui qui datait de 2022 a été supprimé du site du Rassemblement national, puis que des mesures ont été annoncées un peu à la volée comme ça dans les médias, puis des mesures contradictoires, donc c'était un peu compliqué d'y voir clair. Et là, à la veille de la tenue de notre entretien, ils viennent enfin de publier un programme qui n'est pas chiffré, mais qui a quand même quelques mesures précises qui sont proposées, qui sont celles qu'on va analyser pour essayer de comprendre vraiment qu'est-ce qui est faisable, qu'est-ce qui ne l'est pas, quelle est l'orientation politique de ce programme. Mais avant toute chose, vous, comment est-ce que vous avez fait pour produire cette note ? Sur la base de quelles mesures, puisqu'il n'y avait pas la publication de ce programme à ce moment-là. Désolé, c'est un peu confus, mais... Non, mais c'est très confus. Chez eux, c'est confus aussi. Mais c'est très confus, et puis d'ailleurs, ils sont en train de nous faire le coût du bilan, c'est-à-dire qu'ils vont demander un audit comme s'il n'y avait pas la Cour des comptes et comme si on ne connaissait pas les comptes de l'État. Donc, c'est très confus. On reviendra un peu sur le coût du bilan. Oui, tout à fait. On a dû travailler à partir du programme de 2022 qu'on avait déjà analysé avec Virginie Monvoisin, et puis en essayant de voir ce qui était resté et ce qui n'est pas resté dans les discours du RN, dans leurs publications quotidiennes. Il y avait très peu de choses sur leur site. On a fait à partir des éléments dont on disposait. Mais comme le programme de 2022, ça n'est pas chiffré et surtout, c'est beaucoup plus confus. Aujourd'hui, on a des nouvelles mesures. Peut-être que demain, elles vont encore repartir. Donc, c'est difficile. C'est un objet changeant avec quelques constantes quand même, qui sont notamment les mesures racistes en arrière-plan et au plan économique. Quelques mesures phares dont on n'est pas sûr qu'elles vont être appliquées. En tout cas, dans les médias, dans les plus grands médias, il y a une équivalence entre le programme du nouveau Front populaire, donc l'Alliance de la gauche, et le programme du Rassemblement national qui a beaucoup été établi. La victoire du RN serait une tragédie pour la République. Donc il y a une différence quand même. Une tragédie pour la France. La victoire de LFI serait une catastrophe de même ampleur. Et moi, j'ai surtout peur des tensions à la rentrée. Parce que ce soit l'extrême droite ou l'extrême gauche. Aujourd'hui, on voit très bien que les extrêmes sont aux portes du pouvoir. Je pose réellement la question de ce qui vous fait le plus peur aujourd'hui, l'extrême gauche ou l'extrême droite. Édouard Philippe. Moi, je vais vous dire, monsieur, que les deux me font peur. Donc c'est peste et choléra pour vous. C'est un peu la question que j'ai essayé de vous poser au début. Vous renvoyez tout le monde aux ados.
que l'extrême gauche comme l'extrême droite conduisent directement à un appauvrissement de tous nos compatriotes sans exception. Alors on nous parle même de programmes qui seraient tous les deux des programmes marxistes. Les deux projets des extrêmes, c'est leur point commun, ce sont deux projets gauchistes, d'inspiration marxiste, ceux du Rassemblement national comme ceux du Nouveau Front populaire. Qu'est-ce que vous pensez de cette mise en équivalence avant qu'on aille dans le détail des mesures, parce qu'on va le faire? Alors déjà, aucun des deux programmes n'est marxiste de quelque manière que ce soit. Le programme du Nouveau Front populaire, c'est un programme... c'est même pas un programme de rupture, c'est un programme de rupture avec la politique de Macron, mais c'est pas un programme de rupture avec le capitalisme. Il est très en retrait par rapport au programme du Front populaire de 1936 ou par rapport au programme de François Mitterrand en 81, qui lui avait des relents marxistes. Le programme du Nouveau Front populaire est essentiellement keynésien. C'est un programme qui vise à remettre un peu de pouvoir d'achat dans les basses couches sociales, à redonner un peu d'argent aux classes moyennes et à enlever un peu d'argent aux plus riches qui se sont gavés ces dernières années. Alors que le programme du Rassemblement national, comme d'ailleurs le programme de Macron, c'est un programme qui est néolibéral, avec quelques petites mesures sociales à gauche et à droite. La principale différence étant le racisme extrêmement clair et qui transpire de partout dans les mesures et dans les annonces, y compris économiques. Alors la question qui se pose par rapport aux mesures sociales du Rassemblement national, notamment celles qui visent à améliorer le pouvoir d'achat, celles qui visent à améliorer les services publics, eh bien c'est celle du financement. Alors on comprend en gros, si j'ai bien saisi leur orientation économique, qu'ils vont s'appuyer sur 4 grands piliers pour financer ce programme. Premièrement, la lutte contre ce qui serait le gaspillage d'argent public. Vous avez parlé d'un audit. C'est une des grandes mesures. C'est qu'ils souhaitent réinventer effectivement la Cour des comptes, c'est-à-dire ils s'appuient sur l'idée qu'il y a plein d'argent public qui est dépensé n'importe comment. Dès les premières semaines, ça fera partie de mes premières mesures à la tête de l'État. Qui le fera cet audit? Je réaliserai un audit. Je demanderai à la Cour des comptes on puisse faire un audit des comptes de l'État. Première mesure que je mettrai en œuvre, c'est un grand audit de tous les comptes de la nation pour pouvoir permettre aux Français d'avoir sous les yeux la réalité de la situation budgétaire. Et donc, il faut faire un grand audit pour faire des coupes dans des endroits qui seraient simplement de l'optimisation, qui nous permettrait de ne pas gaspiller d'argent public. Oui, c'est un grand mantra, d'ailleurs, néolibéral, qui circule depuis des années. On va faire des coupes, il y a du gaspillage d'argent public, il y a des endroits où on jette de l'argent par les fenêtres, alors que quand on regarde les hôpitaux, les universités, les écoles, etc., partout, il y a des manques de moyens. Donc, je demande à voir où est-ce qu'ils veulent encore faire des coupes, après toutes les coupes qui ont été faites, notamment dans les dépenses locales et des collectivités locales. Et surtout, il y a déjà la Cour des comptes. Il y a déjà la Cour des comptes. Qu'est-ce qui changerait, selon vous, entre cet audit et la Cour des comptes? L'audit, c'est une manière de gagner du temps et c'est une manière aussi de justifier le tournant de l'austérité qui pourrait être pris dès le début du mandat du RN. En tout cas, le deuxième grand pilier, c'est évidemment de la remise en cause des transferts d'argent à destination des immigrés, qui selon vous... Oui, je voulais d'abord, si vous le permettez, revenir sur cette idée qu'il y aurait beaucoup d'argent à retirer de la fraude sociale. D'accord, la fraude sociale, quand on regarde les travaux les plus sérieux, au mieux, c'est 1,5 milliard d'euros. On est plutôt en deçà du milliard, selon les estimations. Bon, c'est évidemment difficile à estimer, mais c'est pas avec 1 milliard d'euros qu'on va financer les mesures que vous citiez tout à l'heure. Même celle-là, hein, je parle même pas des mesures dans le reste du programme. La fraude sociale, c'est 1 milliard. Donc maintenant, comme ils ont compris que ça suffisait pas, ils commencent à nous parler de la fraude fiscale. Alors, il y a eu des choses qui ont été faites depuis François Hollande, il y a des choses qui ont été faites sous Macron, il faut reconnaître ça sur la fraude fiscale. On l'estime entre 60 et 100 milliards par an, mais est-ce qu'un gouvernement néolibéral dont les mesures sont essentiellement destinées finalement aux ménages les plus aisés, on en reparlera tout à l'heure, je le suppose, est-ce qu'un tel gouvernement ira vraiment faire la chasse à la fraude fiscale? J'en doute.
En tout cas, il y a quand même cette idée donc de lutte contre le gaspillage d'argent public, de lutte contre la fraude fiscale et sociale, d'économies faites sur l'argent qui serait donné aux immigrés, et il y a aussi toute une supposition qu'il va y avoir une forte croissance. Et c'est aussi comme ça qu'il justifie les prochaines supposées rentrées d'argent. C'est cette idée que, comme il va y avoir un boom de la croissance économique grâce à leur politique, tout le reste pourra être financé parce qu'il y aura donc une hausse de toutes les rentrées fiscales. Alors, l'argent qui serait pris aux immigrés, je vois pas très bien où, parce que tous les Eux, travaux... ils disent 16 milliards. Oui, je sais pas comment ils sortent ces 16 milliards. Moi, j'aimerais bien que le RN nous donne un chiffrage sérieux de ces 16 milliards. Parce que, très franchement, moi, tous les travaux économiques que je connais, il y a beaucoup de dissensus en économie. Il y a beaucoup de vues qui sont différentes. Pour autant, tous les travaux concernant les immigrés montrent que les immigrés rapportent plus que ce qu'ils nous coûtent. Donc, je ne vois absolument pas où ils trouvent les 16 milliards. À mon avis, si vraiment ils coupent sur les immigrés, le risque, c'est, au lieu d'avoir des rentrées, de perdre des recettes. Eux, ils disent qu'ils veulent vraiment couper dans les aides sociales. Enfin, je cite la mesure, c'était en 2022, c'était de réserver les aides sociales aux Français, de conditionner à 5 années de travail en France l'accès aux prestations de solidarité. Oui, ça, de toute façon, c'est totalement impossible dans le cadre de la Constitution française, puisque dans le cadre de la Constitution française, on peut moduler le nombre d'années de... Oui, mais ils veulent changer la Constitution, mais il faut les 2/3 de l'Assemblée nationale, plus le Sénat pour changer la Constitution. Et dans le cadre de la Constitution française, il est totalement illégal d'avoir des droits différés. À partir du moment où vous cotisez à un régime, vous bénéficiez de ce régime. Ça avait d'ailleurs été censuré dans la précédente loi immigration du gouvernement d'Emmanuel Macron, qui avait été votée avec les voix du RN. Quand vous cotisez 1 euro, vous avez les mêmes droits, quelle que soit votre origine. Donc ça, c'est totalement illégal. Ils vont absolument pas pouvoir le faire. Et quand bien même ils pourraient le faire, je ne vois pas très bien la rationalité économique. Donc il y a des gens qui cotiseraient pendant 5 ans sans avoir de droits en retour. C'est quand même quelque chose qui paraît assez étrange, et je ne sais pas si... déjà, c'est pas possible dans le cadre du droit, et je ne sais pas si ce serait possible d'appliquer ce genre de mesures. On va rester sur un cadre large avant de, encore une fois, aller sur quelque chose de plus précis, mais sur ces questions d'équilibre budgétaire, parce que c'est la question que se posent beaucoup de journalistes dans les médias. Est-ce que ça tient, quoi ? Est-ce qu'à la fin, on a autant de rentrées d'argent que de dépenses ? Ce qu'on nous dit pour le programme du nouveau Front populaire, c'est que c'est plus de 200 milliards d'euros, que c'est énorme. Et alors, pour le Rassemblement national, il y a ce chiffre qui revient beaucoup, ce serait 100 milliards. Voilà, le programme coûterait 100 milliards, sans forcément les recettes, on l'a dit, qui vont aller avec. D'où vient ce chiffre ? Justement, j'aimerais bien savoir. Le RN lui-même, qui avait un programme plus généreux en 2022, estimait que ça allait coûter 63 milliards. Je ne sais pas d'où sortent ces 100 milliards. Et de toute façon, c'est très difficile à estimer sérieusement, et c'est même impossible à l'aide d'un modèle macroéconomique, parce qu'on n'a pas les mesures précises, on n'a pas de chiffrage précis, on ne connaît pas les destinataires précis de ces mesures. Donc c'est au doigt mouillé. Donc c'est le grand flou. Et puis par ailleurs, j'aimerais quand même souligner qu'on a 3 000 milliards d'euros de dette. Je n'ai jamais dit que la dette en soi était un problème, mais ceci étant dit, avec l'incertitude politique, on a les taux d'intérêt qui sont en train de remonter sur notre dette publique. Et donc, le prochain gouvernement, il devra non seulement aligner des dépenses, mais aussi aligner des recettes. Ce qui implique que tout programme sérieux devrait envisager aujourd'hui de mettre en face des dépenses des recettes, et des recettes supérieures aux dépenses. Alors, on peut compter aussi sur les effets induits. En ça, ils ont raison. Les différentes mesures ont toujours des effets induits. C'est-à-dire, si je dépense 1 euro d'argent public, ça peut faire rentrer plus d'1 euro, pas 3, 1,20 euro à peu près, selon les secteurs. Dans le secteur de la culture, c'est beaucoup plus. Et puis, il y a des secteurs où le rendement est beaucoup plus faible. Mais à ma connaissance, le RN n'a pas pour priorité d'abonder le secteur de la culture. Encore une fois, moi, je me suis dit, on a fait une émission sur le programme économique du nouveau Front populaire. Il faut faire évidemment une émission pour analyser ce programme économique qui est quand même celui de la première force politique actuelle dans le pays. Donc,
même si on n'arrive pas à avoir un chiffrage exact, j'aimerais qu'on revienne sur les mesures une à une, notamment toutes celles qui concernent le pouvoir d'achat. Parce que le pouvoir d'achat, c'était vraiment un des arguments phares du Rassemblement national. On l'a vu également dans le débat là récent entre les trois grandes forces politiques, qui le Rassemblement national se pose en leader de la défense du pouvoir d'achat, notamment des classes moyennes et des foyers les plus modestes. Et elle mettra au cœur de mon action et de mes urgences votre pouvoir d'achat. Et alors pour ça, eh bien, il propose notamment une baisse immédiate de la TVA sur l'énergie, parce qu'effectivement, on a toutes et tous vu nos factures d'énergie augmenter. Et alors pour ça, deux mesures, donc cette baisse de la TVA, et il souhaite déroger au marché européen de l'électricité pour fixer, je cite, un prix français de l'électricité qui serait plus avantageux pour les consommateurs, notamment grâce au nucléaire. Et alors, le RN nous dit qu'on aurait une baisse des factures de 30 à 40%. Voilà. Est-ce que ça, c'est faisable? Est-ce que c'est une bonne idée? Alors, il y a deux questions dans votre question. La première, c'est la baisse de la TVA. Dans l'absolu, il est vrai que les ménages en bas de l'échelle sociale payent à peu près la moitié de leurs revenus en impôts. Ils ne payent pas d'impôts sur le revenu des personnes physiques, mais ils payent de la TVA, ils payent les taxes sur l'énergie, ils payent les taxes sur l'essence. Donc, effectivement, quand on est en bas de l'échelle sociale, on paye beaucoup d'impôts en impôts en direct. Dans l'absolu, baisser la TVA, c'est une bonne idée. En pratique, si on baisse la TVA sans bloquer les prix, ça n'aura pas de conséquences, parce que rien n'interdit aux entreprises, et notamment, là, il est question d'une baisse de la TVA sur l'énergie, c'est bien de ça dont on parle, rien n'interdit aux entreprises pétrolières d'augmenter leurs marges. On a un précédent en France, c'est quand, sous Nicolas Sarkozy, il y avait eu une baisse de la TVA sur la restauration. Cela ne s'était pas traduit par une baisse équivalente des prix. Donc, si on veut que Total fasse encore plus de super profits, c'est une très bonne idée. Ou alors, il faut taxer les super profits, ce que ne propose pas, à ma connaissance, le RN. Mais en tout cas, la baisse de la TVA, si on ne bloque pas les prix, ça ne garantit pas nécessairement une baisse des prix. Quant au marché européen de l'électricité, déjà bon courage avec les traités, les textes juridiques. Une fois de plus, ça va poser des problèmes juridiques, mais je ne suis pas juriste. J'ai eu la chance d'en parler avec des amis qui sont spécialistes de droit et qui me disent que ça ne va pas être possible dans le cadre européen actuel. Là aussi, le RN part d'un constat qui est juste, consistant à voir que la fixation des prix au niveau européen dans le cadre du marché européen de l'énergie est très problématique. Donc le prix que aujourd'hui vous et moi et tous les Français payons, c'est beaucoup plus que ce qu'on devrait payer au vu du coût de revient de l'électricité en France. Mais il ne suffit pas juste de dire on va sortir du marché européen de l'électricité en claquant des doigts pour faire baisser les factures. Ça ne marche pas comme ça, c'est vendre du vent. Si on veut vraiment sortir du marché européen de l'électricité, déjà ça va être long. Et puis il va y avoir des rétorsions d'autres pays. Il vaudrait mieux se battre au niveau européen, donc aller au Parlement européen, ce que le RN ne fait pas très souvent, pour se battre, pour obtenir une baisse de ce tarif de l'électricité. Et alors, toujours sur les questions de pouvoir d'achat, il y a celle des salaires. Et ça, c'est vraiment un élément central, même du débat public en ce moment, puisque le nouveau Front populaire propose augmentation du SMIC à 1 600. Le RN ne suit pas du tout. D'ailleurs, il avait voté à plusieurs reprises contre l'augmentation du SMIC. Oui. Par contre, le parti reconnaît qu'effectivement, il y a besoin de plus, des salaires plus élevés, notamment pour les classes les plus défavorisées. Et donc, il dit qu'il va enlever les cotisations patronales des entreprises qui proposent une hausse de salaire de 10%. Parce que c'est l'argument qui était avancé par Jordan Bardella dans le débat. L'augmentation du SMIC va créer des difficultés chez certaines entreprises. C'est de dire, mais si on augmente le SMIC sans aider les entreprises, toutes les entreprises et la majorité des entreprises qui sont en réalité des PME, des petites et moyennes entreprises, ne vont pas pouvoir assumer ces charges supplémentaires et vont devoir licencier. Et donc, ça aura le contraire de l'effet escompté. Il y aura plus de chômage et donc moins de pouvoir d'achat. Ça va donc créer les conditions d'un chômage et d'une remontée du chômage. Et donc, eux, ils disent, non, nous, on comprend l'histoire des salaires, mais donc on va juste permettre aux entreprises d'augmenter les salaires de 10%. Et moi, je leur propose ce deal gagnant-gagnant. Vous augmentez de 10% les salaires de vos salariés. Ces 10% de hausse sont exonérés de cotisations patronales pendant une durée de 5 ans. C'est vrai que quand on l'entend comme ça paraît logique. Qu'est-ce que vous répondez à cela ? Plusieurs éléments. Déjà, l'augmentation du SMIC, c'est la garantie que les bas salaires augmenteront.
Et si on veut que les salaires au voisinage du SMIC augmentent aussi, il faut les indexer. Donc, c'est ce que propose le nouveau Front populaire. Maintenant, pour ce qui concerne le RN, effectivement, ça paraît sympathique. Maintenant, plusieurs éléments. Premier élément, aujourd'hui, autour du SMIC, une entreprise ne paye quasiment plus de cotisations sociales. Depuis la deuxième moitié des années 90, les cotisations sociales ont été baissées. Et il y a quasiment plus de cotisations sociales au SMIC, ce qui fait qu'on a effectivement un phénomène de smicardisation de la société française. Parce que les entreprises hésitent à augmenter leurs salariés au-delà du SMIC, parce que tout simplement, ça va leur coûter plus cher à cause des cotisations sociales. Alors donc, ça peut paraître sympathique comme ça d'augmenter les salaires de 10%, mais déjà, c'est si les entreprises le veulent bien. Donc, ça va être... dans les entreprises où le patron veut bien accorder une hausse de salaire, ça va être le cas. Et puis, par ailleurs, cette mesure pose quand même un problème, c'est que si on baisse les cotisations sociales, ça veut dire, alors pour ceux qui en payent, parce que les salaires au SMIC ne sont quasiment plus sujets à cotisations sociales, alors les cotisations sociales salariées qui vont être baissées, donc ça veut dire qu'on enlève du salaire indirect. Parce qu'il ne faut pas oublier que les cotisations sociales, ce n'est pas des impôts, c'est du revenu différé. Si vous tombez malade, pour la retraite, etc. Donc, on vous enlève du salaire indirect. Ce qui veut dire, finalement, que vous allez devoir, à terme, payer davantage de mutuelles, parce qu'il va bien falloir équilibrer le régime et les cotisations sociales. Donc, soit on étatise, comme l'a fait Emmanuel Macron, on est vers une étatisation du régime de sécurité sociale, c'est-à-dire qu'il y a une partie de la protection sociale aujourd'hui qui n'est plus financée par des cotisations, mais qui est financée par l'impôt, ce qui va d'ailleurs contre la volonté initiale du Conseil national de la résistance. Donc, soit on étatise et on finance ça par des taxes, mais le RN a déjà annoncé qu'il n'allait pas augmenter les taxes, soit on va baisser les prestations, donc on va baisser le montant et la durée des allocations chômage. Ça va avoir une répercussion sur la retraite. Donc, il y a un peu de la magie dans ce qu'il nous raconte là. Enfin, si on veut augmenter de 10% sans payer de cotisations sociales, comment est-ce que les retraites vont être financées ? Comment est-ce que la santé va être financée, etc., etc. C'est un peu un cadeau magique qui tombe du ciel à la bonne volonté des employeurs. Alors, toujours dans cette volonté de protéger aussi les plus précaires, il y a une mesure qui a été rajoutée là dans le programme, qui n'était pas là à la base, qui est l'annulation de la réforme de l'assurance chômage de juillet 2024, qui est quand même passée juste avant la dissolution. Oui, qui va être d'ailleurs, qui risque de passer par décret, quoi qu'il arrive. Exactement, qui va passer par décret, c'est ce qu'ils ont annoncé en tout cas. Ça, c'est une mesure sociale. D'annuler la réforme de l'assurance chômage, c'est d'ailleurs une mesure qu'on retrouve aussi dans le programme du nouveau Front populaire. Oui, mais enfin, c'est juste une mesure de bon sens, j'en suis désolé. Mais avant Emmanuel Macron, en moyenne, en France, un chômeur, il touchait 69% de son revenu antérieur. Aujourd'hui, on est à 52%, quand la moyenne des pays de l'OCDE est à 67% quand même. Donc en France, aujourd'hui, on a une indemnisation moyenne du chômage, c'est en gros la moitié de ce que vous touchiez avant. Bon, c'est une moyenne, ça va dans les deux sens, mais quand même, oui, c'est une mesure de bon sens dans un pays où les 2/3 des chômeurs ne sont plus indemnisés et où aujourd'hui le revenu de remplacement, une fois de plus, c'est la moitié, un peu plus de la moitié de ce que vous touchiez avant. Oui, mais c'est pour celles et ceux qui nous regardent pour comprendre, parce que vraiment, je trouve que c'est difficile à comprendre, cette orientation politique Emmanuel Macron, de son côté, sur son programme, c'est très clairement néolibéral, c'est assumé, il n'y a pas de discussion là-dessus. On n'a pas fait d'ailleurs, on n'a pas eu le temps de faire une émission sur le sujet, parce qu'en fait, c'est vraiment dans la continuité de tout ce qui a été fait jusqu'à présent, avec cette doctrine. Alors, les atterrés sortent une note sur le programme, le nouveau programme de Renaissance. On est sur la même direction. Nouveau Front populaire, on est vraiment sur du social. Un programme keynésien, de rupture avec le macronisme. Et le Rassemblement national, on a l'impression qu'il y a des mesures un peu dans tous les sens qui pourraient presque piocher dans les deux. Et donc, vous l'avez dit. Non, c'est pas ça. D'accord. Il est clair que quand vous lisez clairement le programme du RN de 2022, parce que là, il y avait un programme qui était à peu près articulé, il est clair que c'est un programme néolibéral. Donc, mais le paradigme néolibéral est large.
C'est Stefano Palombarini qui expliquait ça clairement. C'est un paradigme large. Donc, il y a différentes variations. Et ce que fait le RN, c'est de s'inscrire clairement dans le paradigme néolibéral et à chaque fois, pour attirer des électeurs, de mettre une ou deux mesures qui ont l'air sociales, mais qui ne vont pas changer fondamentalement la vie des gens. Bon, selon vous, c'est une imposture. Si je lis, et c'est ce que vous disiez de toute façon dans les colonnes de Libération, c'est que on est sur un programme globalement néolibéral avec quelques mesures artificielles et c'est pas nouveau. Et quand on regarde la tendance longue, d'ailleurs, si vous prenez le programme de 2017, il y avait beaucoup plus de mesures sociales que dans le programme de 2022. Donc ils se libéralisent. Et maintenant, ils ont toujours été dans le paradigme néolibéral, mais au fil des ans, ils mettent de moins en moins de mesures sociales, et puis ces mesures sociales sont conditionnées finalement à leur fameux audit des finances publiques. Et comme les finances publiques ne sont pas dans un état extraordinaire, ils vont nous dire finalement, c'est pas de notre faute, c'est la faute de Macron, on va pas pouvoir le faire. C'est à peu près ce qui s'annonce. Pour rester sur ces mesures sociales, ces mesures de pouvoir d'achat, augmenter la répartition des richesses, parce que finalement, c'est ça qu'ils proposent, de rendre cette répartition plus juste. Alors, ils proposent de supprimer les impôts sur l'héritage direct pour les familles modestes et les classes moyennes. Nous entendons supprimer les impôts sur les héritages directs pour les familles modestes et les classes moyennes. Ensuite, et ça c'est encore une fois, c'est dans le programme qu'ils viennent de publier, ils proposent d'exonérer les donations des parents et des grands-parents à leurs enfants et petits-enfants jusqu'à 100 000 € par descendant tous les 10 ans. Nous créerons une exonération de donation des parents à leurs enfants, des grands-parents à leurs petits-enfants, jusqu'à 100 000 € par enfant tous les 10 ans contre 15 aujourd'hui. Et ils proposent de remplacer l'impôt sur la fortune immobilière, l'IFI, qui entrave, selon eux, la conservation et la transmission des patrimoines et épargne de tout effort contributif, les fortunes exclusivement mobilières. Donc, bref, tout ça par un impôt de la fortune financière. Alors, bref, on remplace l'IFI par l'IFF. Qu'est-ce que vous pensez de ces mesures? Comment est-ce que vous analysez ces mesures? Et est-ce que vous pensez qu'elles vont participer à une meilleure répartition des richesses en France? Non, il est clair que non. Le gros problème d'inégalité en France, il est certes sur les revenus, les flux, les salaires, les dividendes, etc., mais il est surtout sur les stocks, c'est-à-dire tout ce qui est patrimoine. Donc là où il faudrait faire un effort, et là où il y a un gros problème, et je vous renvoie aux travaux notamment de Thomas Piketty, mais c'est aussi documenté par des institutions qui ne peuvent pas être suspectées de gauchisme comme l'OCDE, c'est le problème, c'est les patrimoines, c'est la transmission des patrimoines. Mais là, ils vous disent que ce sera pour les familles modestes et les classes moyennes. J'aimerais rappeler que les 10% les plus riches possèdent aujourd'hui 46% du patrimoine dans notre pays. C'est quand même énorme. Donc, je ne vois pas pour tout ce qui est héritage, les classes moyennes inférieures et puis les pauvres, ils n'en payent pas. Il n'y a pas d'héritage. Oui, on l'avait déjà dit dans cette émission. Il n'y a pas d'héritage. Donc, finalement, pour qui est-ce qu'ils vont supprimer l'héritage? Ils ne précisent pas dans le programme qui est sorti ce matin et qui peut encore changer demain, si ça se trouve, puisque le RN change de programme à peu près tous les jours pour faire plaisir aux uns et aux autres. Donc, ça ne change rien. La donation aux enfants et aux petits-enfants, là encore, c'est quelque chose qui est fait pour favoriser les ménages les plus aisés. Il faut être aisé pour pouvoir donner 100 000 € à ses enfants. Ses petits-enfants. C'est même ses enfants et ses petits-enfants. Ça ressemble à ce qu'a fait Nicolas Sarkozy de ce point de vue-là. Donc, et alors, ce remplacement de l'impôt de l'IFI? Alors déjà, l'IFI, c'est un impôt dont le barème est ridicule. Donc je vous conseille de l'afficher, là. Le barème de l'IFI est déjà très faible. Déjà, l'IFI est un impôt à rendement encore plus faible que l'ISF. L'ISF avait un rendement faible, l'IFI a encore un rendement plus faible. Pourquoi est-ce qu'on enlèverait l'IFI si ce n'est pour faire plaisir à la franchise familiale? Parce que parce que ça entrave la conservation et la transmission des patrimoines et épargne de tout effort contributif. Non, mais attendez, il faut quand même être un peu sérieux. Il y a beaucoup, au départ, les économistes classiques, ceux qui ont inventé le libéralisme, étaient pour une taxation beaucoup plus forte de l'héritage que ce qu'on a aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que à ce moment-là, il y a aucun mérite. Il vaut mieux hériter que mériter. C'est le cas en France aujourd'hui, et donc ces mesures vont renforcer encore cette cause majeure d'inégalité. Alors,
autre mesure fiscale, tout ça, encore une fois, présentée comme on va aider les plus modestes. Les jeunes en France sont les premiers précaires. C'est la tranche d'âge qui a le plus de problèmes financiers. Et donc, Jordan Bardella nous propose de supprimer l'impôt sur le revenu des jeunes de moins de 30 ans pour favoriser leur installation en France. Puisqu'effectivement, les gens qui partent à l'étranger. D'exonérer d'impôt sur le revenu, ça coûte 2 milliards d'euros par an. Les jeunes qui sont dans la vie active, donc d'exonérer d'impôt sur le revenu tous les jeunes jusqu'à 30 ans. Comment est-ce que vous analysez cette mesure qui, alors, quand on a moins de 30 ans et qu'on regarde ça, on se dit, écoutez, oui, c'est sympa. Ça peut être sympa, mais ça va s'adresser à qui ? C'est pas les jeunes qui galèrent, qui payent de l'impôt sur le revenu. La plupart des jeunes ne payent pas d'impôt sur le revenu. Tout simplement parce qu'ils n'ont pas le revenu nécessaire pour accéder au seuil qui vous fait payer des impôts. Donc ça va bénéficier aux jeunes, effectivement, cadres, hauts diplômés, qui peuvent partir à l'étranger souvent parce qu'on leur propose des conditions de rémunération plus avantageuses, mais ils ne partent pas à l'étranger pour les impôts. Il faut être sérieux. À la fin, ils touchent plus. Certains vous diront, comme à l'étranger, les salaires sont moins taxés, ils peuvent plus les payer. Moi, j'ai passé 1 an en Irlande, j'étais dans la tranche à 42%, je payais beaucoup plus d'impôts en France, j'avais rien en retour. Donc, c'était avant la crise de 2008, et depuis, ça s'est accentué. Les gens partent pas pour des raisons fiscales à moins de 30 ans. Ils partent parce qu'ils ont des opportunités de carrière et qu'on leur propose, effectivement, dans certains pays, des salaires plus généreux. Et c'est pas parce qu'on va leur proposer d'être dispensés de l'IRPP qu'ils vont partir, sachant que l'IRPP est quand même très progressif en France. Pour payer beaucoup d'impôts, il faut vraiment y aller. Et alors, toujours pour rester sur ces mesures qui nous sont présentées comme sociales, vous l'avez dit, on a parlé de la réforme du chômage, vous l'avez évoqué, il y avait la réforme des retraites. Alors là, gros sujet des débats, gros sujet dans les programmes. Encore une fois, on a eu beaucoup de mal à comprendre. Non, mais c'est parce que ça change tous les jours. Rassemblement national. Encore ce mardi soir sur TF1, M. Bardella a encore changé de version. J'ai noté l'exemple que vous avez mentionné. À 24 ans, vous partirez avec 42 années de cotisation, c'est-à-dire 66 ans. Pourquoi ? 66 ans. Donc plus tard que dans la réforme actuelle d'Emmanuel Macron et Gabriel Attal. Pour une raison très simple. Donc c'est très difficile de comprendre ce qu'il veut faire. Alors, il y a une constante quand même, il faut le reconnaître, c'est ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui pourraient, avec 40 annuités de cotisation, me semble-t-il, 42 années de cotisation, partir à la retraite à 60 ans. Ça, c'est effectivement, il faut le reconnaître, une mesure de justice sociale. Ah non, c'est 40, pardon. C'est 40, un jour c'est 40, il me semble que mardi soir c'était 42 dans sa moule. 42 années de cotisation. Tous les jours ça change de toute façon. Ça, effectivement, c'est une mesure de justice sociale. Et effectivement, la question, c'est aussi de savoir à quel âge on part en bonne santé. L'âge moyen de départ en bonne santé, c'est 65 ans. Donc, si vous voulez partir en bonne santé, vous partez à 65 ans en moyenne. Mais pour les ouvriers, ceux qui ont commencé tôt, ils ont une espérance de vie beaucoup plus faible, et ils ont une espérance de vie en bonne santé beaucoup plus faible. Donc, ce serait une mesure de justice sociale, il faut bien le reconnaître. Mais est-ce qu'ils vont vraiment le faire ? Avec le coût de l'audit, une fois de plus, ce sont des mesures qui ont un certain coût. Moi, je pense que c'est pas insurmontable si vous êtes prêt à lever davantage de cotisations sociales, notamment les cotisations sociales patronales et salariées. Ce qui n'est pas prévu. Ce qui n'est pas prévu, c'est bien ça le problème. C'est comment on finance ça. Et puis par ailleurs, la retraite, le retour de la retraite à 62 ans, voire l'horizon de 60 ans, un jour est de retour, le lendemain ne l'est plus. Enfin, j'ai beaucoup de mal à comprendre, finalement. Et surtout, il n'y a pas de financement en face de ça. Or, il faudrait envisager plusieurs dizaines de milliards face à ces possibles dépenses. Ce serait justice. Les Français sont opposés à l'augmentation de l'âge de la retraite et à la retraite à 64 ans, mais si on veut revenir dessus, il faut envisager les recettes qui vont avec, c'est-à-dire d'augmenter les cotisations sociales.
Et alors, si on reste sur ces questions, on revient aux questions de taxation, parce qu'en fait, on en est toujours là, parce que je voulais parler de la santé, mais je suis en train de me dire que ça va commencer à faire un petit peu long, mais il propose... Ce sera dans la note des atterrés qu'on va sortir avant la fin de la semaine. Il propose de supprimer les agences régionales de santé, de supprimer l'impôt sur le revenu d'activité des médecins ou des infirmières retraitées qui reprendraient du service. Et effectivement, on pourrait se dire on en manque, donc il faut absolument les faire revenir avec des conditions de salaire favorables. Mais en fait, toutes ces mesures coûtent cher. Et elles sont teintées pour beaucoup de xénophobie, on l'a dit, cette idée selon laquelle il faudrait enlever tout ce que peuvent toucher les personnes étrangères, notamment. Oui, notamment la suppression de l'aide médicale d'État, qui paraît être de bon sens. Je comprends, très honnêtement, je comprends que les gens se disent, mais il y a des gens qui pénètrent sur notre territoire. On va pas les soigner gratuitement. Pourquoi on les soignerait gratuitement alors qu'il y a un accès à la santé qui est de plus en plus problématique et de plus en plus limité, notamment dans les zones périurbaines et dans les zones rurales. Ça paraît être du bon sens, mais c'est du bon sens qui est extrêmement dangereux. Parce que si on cesse de soigner les gens qui sont à l'AME, les médecins sont unanimes, les économistes qui travaillent sur ce sujet sont unanimes, tout ce qu'on va faire, c'est provoquer des épidémies. Déjà, avec l'austérité en Grèce dans les années 2010, ils avaient provoqué des épidémies et des morts avec les coupes dans la santé. Alors là, qu'est-ce que ça va être ? Normalement, il faudrait soigner tout le monde et ça suppose qu'on lève davantage de recettes pour assurer Mais là, vous la dites, santé. Au-delà des raisons éthiques évidentes, Oui. des raisons morales, c'est vraiment une question économique, de santé publique. C'est une question de santé publique et c'est quelque chose qui est unanimement reconnu par les économistes de la santé et c'est quelque chose qui est unanimement reconnu aussi par les médecins qui travaillent sur le terrain. Les épidémies ne s'arrêtent pas aux immigrés, enfin c'est stupide. Et alors toujours, pour finir, la dernière question sur ce financement, parce qu'on l'a évoqué tout à l'heure, l'IFI, l'impôt sur la fortune immobilière, donc hop, ça c'est supprimé et c'est remplacé par un impôt dont on ne connaît pas vraiment ce serait bon d'en connaître le périmètre. la nature. En tout cas, pour l'instant, ce n'est pas précisé. Et globalement, il n'y a pas, à ma connaissance, de taxation des plus riches, même s'ils disent qu'ils vont lutter contre l'évasion fiscale. Ils proposent simplement une taxation des armateurs à hauteur de 1,5 milliard d'euros. Donc, ça oui, c'est gentil. OK, on taxe les armateurs, 1,5 milliard, mais parmi les par plus contre, riches on n'a rien pays, sur les plus riches. Il n'y a pas que des armateurs. Et par ailleurs, même les plus riches qui ne font pas d'évasion fiscale, ça existe aussi, les gens honnêtes, même les plus riches qui ne font pas d'évasion fiscale payent moins d'impôts par rapport à leurs revenus que les classes moyennes et les classes moyennes supérieures. Oui, comme les travaux de Gabriel Zucman. Zucman, notamment, l'impôt sur le revenu en France, comme dans d'autres pays, est devenu dégressif. Et notamment pour les 1% qui payent, les 0,1% payent moins que les 1%, et les 1% payent moins que les 10%, qui eux-mêmes payent moins que l'impôt moyen. Donc, il n'y a rien pour lutter contre ça. Il y a même des travaux, au contraire, d'économistes qui sont plutôt des économistes néolibéraux et qui pourtant montrent que l'application du programme du RN provoquerait finalement un enrichissement des plus riches, des 10% les plus riches, et même des 20% les plus riches, et puis un appauvrissement des 3 premiers déciles, c'est-à-dire des 30% de la population les plus pauvres. Là, vous faites référence à une étude d'économistes orthodoxes parue dans le journal Alternative économique et qui est fondée empiriquement sur d'autres travaux scientifiques très sérieux. Bon, j'espère que ça permet quand même un peu d'éclaircir. Alors, ça éclaircit pas complètement, parce que même moi, j'arrive pas à y voir clair complètement. Mais c'est normal, c'est le brouillard, c'est voulu, c'est une stratégie de communication. Parce que ce programme, a des mesures quand même qui sont relativement contradictoires. On pourrait aussi parler des mesures pour encourager la natalité, d'avoir une part fiscale pleine pour un deuxième enfant, de vraiment essayer de tout faire pour que les personnes qui ont des enfants aient moins de charges fiscales et plus d'avantages économiques. Donc, il y a plein de mesures qui sont balancées comme ça dans ce programme qui vient tout juste de paraître à 4 jours des élections. Et la question qu'on se pose à la fin, c'est vous, en tant qu'économiste, si vous deviez nous dépeindre la France telle qu'elle pourrait être si elle était gouvernée par le Rassemblement national
économiquement parlant, à quoi ça ressemblerait? Est-ce Oui. que ce serait un naufrage économique? Je le pense parce que ce qui s'annonce derrière cet audit, ce qui s'annonce derrière ce flou et qui me paraît extrêmement clair, c'est le grand retour des politiques d'austérité. Et les politiques d'austérité, ça tape en premier lieu sur les pauvres et sur les classes moyennes. Et ensuite sur les entreprises qui finalement voient leurs demandes diminuer. Donc ce serait une France avec le grand retour de l'austérité. Et au niveau de la dette, parce que on le voit, les marchés financiers semblent plus inquiets. Alors, ça dépend des interprétations, mais en tout cas, il y a beaucoup d'inquiétudes si le nouveau Front populaire passe. On dit, mais tout le monde va s'affoler, les taux vont exploser et la France va se retrouver dans une situation économique extrêmement difficile, qui serait liée tout simplement aux réactions des autres pays aussi. Oui, mais surtout des opérateurs sur les marchés financiers et notamment sur la dette à 10 ans. Alors, c'est ce qui s'annonce, mais les marchés financiers, ne l'oublions pas, ont souvent des demandes contradictoires. Donc les marchés financiers vous demandent d'un côté d'avoir plus de croissance et de l'autre côté, ils vous demandent de maîtriser davantage votre dette et votre déficit. Comment on peut maîtriser la dette et le déficit? Il y a la vision simple des choses qui consiste à transposer à l'économie dans son ensemble ce qui se fait au niveau d'un ménage, c'est-à-dire je coupe dans les dépenses. Le problème, c'est que si comme ménage je dépense trop et je coupe dans mes dépenses, c'est ça, parce que je vais faire des économies, etc. Pour un État, c'est pas pareil, ça a des effets induits. Si l'État dépense moins, ça veut dire qu'on va dépenser moins dans la transition écologique, qu'on va dépenser moins dans certains secteurs, et donc il y a d'autres personnes dans toute la chaîne qui vont perdre. Et on l'a vu dans les années 2010, la grosse erreur de l'Europe et qui fait qu'aujourd'hui on est déclassé par rapport à la Chine et aux États-Unis, c'est qu'au lieu de lâcher la dépense après 2010, on a coupé dans les dépenses publiques pour faire plaisir au marché. Résultat des comptes, la dette n'a fait qu'augmenter. C'est parce que le Rassemblement national annonce, mais c'est ce qui se profile en filigrane. C'est-à-dire quand on vous dit on va revenir au sérieux budgétaire, le sérieux budgétaire, c'est un synonyme de l'austérité. Moi, je préférais qu'ils en viennent enfin au sérieux économique, c'est-à-dire des chiffrages et l'annonce sérieuse des mesures qu'ils comptent vraiment prendre. Mais est-ce que donc on a un risque d'effondrement économique si le Rassemblement national arrive au pouvoir? C'est possible. C'est pas exclu, parce que si on coupe dans les dépenses maintenant, alors qu'on a 3 000 milliards de dettes, il est très possible que, au lieu de baisser, cette dette augmente, comme on l'a vu en Grèce, en Italie et dans tous les pays qui ont mené ce genre de politique. Et on terminera sur un petit peu d'analyse politique, parce que tout ceci a quand même trouvé un terrain favorable chez des classes moyennes et populaires. Ça a été notamment montré par les travaux de Julia Cagé et de Thomas Piketty, qui montrent bien qu'il y a cette corrélation entre zones désindustrialisées, entre des endroits qui sont en tension économique et le vote Rassemblement national. Vous, comment est-ce que vous l'expliquez? Il y a des travaux économiques très sérieux, en effet, notamment de quelqu'un qui est au Massachusetts Institute of Technology, le MIT, David Autor, qui a montré que ce qui explique le basculement de cet électorat-là de la gauche vers l'extrême droite, c'est la désindustrialisation. Et on peut expliquer comme ça le basculement des cols bleus américains blancs vers le vote Trump. On peut expliquer le Brexit et on peut expliquer aussi en France la montée du Rassemblement national. Il faut ajouter à ça un deuxième facteur. On a des études récentes, notamment une étude empirique de 2023, qui montre très clairement pour des pays européens, avec 200 élections et 8 pays, que l'austérité a tendance à provoquer, l'abstention, alors que les électeurs de l'extrême droite ont tendance à ne pas s'abstenir, et 2, la polarisation politique avec une augmentation significative du vote pour l'extrême droite. Au niveau régional, 1% de dépenses publiques en moins provoque une hausse du vote aux extrêmes de 3%, avec une polarisation très claire, avec un biais très clair pour l'extrême droite, les gens de gauche s'abstenant. Et pourtant,
Eh bien, la plupart des personnes qui votent Rassemblement national ne semblent pas réaliser qu'elles y votent pour des politiques clairement libérales, comme vous venez de le décrire tout au long de cet entretien. Mais parce que ces personnes, souvent, ont intégré ce que leur racontent les médias, parce qu'il y a aussi la guerre culturelle. C'est-à-dire l'idée qu'il est totalement impossible de changer quoi que ce soit au cadre économique actuel. Donc la seule manière de changer les choses, c'est de baisser les impôts, de baisser les cotisations, de baisser ce qu'ils appellent les charges, comme si une entreprise était un immeuble. Donc voilà, ils ont intégré finalement cette doxa néolibérale. En tout cas, cette dissolution et cette situation politique inédite aurait eu pour mérite de quand même clarifier les choses, les bords politiques de chacun et chacune, avec évidemment ce changement de bord des Républicains, du Parti Les Républicains, d'une partie de ce parti-là, notamment via Éric Ciotti, qui désormais est allié au Rassemblement national, avec quand même une bonne partie de ce parti de droite traditionnel. Oui, qui ne s'affiche pas, hein, que la plupart ne s'affichent pas. Les 70 candidats Ciotti on les voit pas beaucoup. Oui, et puis ils sont pas pour l'essentiel issus du cœur des Républicains, parce que tout simplement il y a un électorat quand même encore de droite qui est attaché à la République. Mais il y a eu une fronde, en tout cas dans le parti très importante, qui a dit mais c'est hors de question qu'on collabore avec le Rassemblement national, nous n'avons aucun rapport avec eux. Et de l'autre côté, on a Éric Ciotti qui dit bien sûr, moi j'ai toujours défendu ça, regardez, c'est très cohérent de voter les politiques économiques du Rassemblement national. Une alliance avec Marine Le Pen, clairement, c'est ce que vous nous annoncez ? Une alliance avec le Rassemblement national, avec ses candidats, une alliance à droite. Est-ce que, en fait, depuis le début, le programme des Républicains et les programmes libéraux, de manière générale, étaient compatibles avec les programmes d'extrême droite ? Alors, au plan économique, puisque c'est ma spécialité, on a 2 programmes qui étaient clairement néolibéraux, mais avec des différences, avec des variations. Et notamment, le programme du RN, la grosse différence, c'était la retraite. Les Républicains proposaient la retraite à 65 ans, au lieu de 64, et le RN prétendait revenir à 60 ans. Maintenant, c'est 60 ans pour une durée de cotisation de 40 ou de 42, on l'a dit tout à l'heure. Donc, la principale différence était celle-là et les soi-disant mesures sociales. Mais il n'y avait pas de différence de philosophie entre les 2 programmes. Et pour conclure, si vous deviez qualifier le programme du Rassemblement national de manière économique en quelques mots, qu'est-ce que vous diriez ? Un programme incohérent, un programme néolibéral et un programme qui risque d'accroître encore les difficultés économiques des premiers déciles, c'est-à-dire des Français moyens et des pauvres. C'est la fin de cet entretien. Merci beaucoup, Dany Lang, d'avoir été avec nous sur le plateau de Blast. Merci. Merci d'avoir regardé cette interview. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous avez trouvé cette vidéo utile ou intéressante, n'hésitez pas à la partager. En ces temps troublés, l'information est plus que nécessaire. Et je vous rappelle que cette interview est aussi disponible en podcast sur toutes les plateformes de streaming. N'oubliez pas qu'à Blast, nous sommes un média indépendant et que nous avons plus que jamais besoin de votre soutien. Donc si vous voulez que nous puissions continuer à faire notre travail, vous pouvez nous soutenir financièrement en vous abonnant ou en faisant un don sur blast-info.fr. Et moi, je vous dis à très bientôt.